Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 12 septembre. Réélu pour un second mandat à la suite de l'élection présidentielle du 7 septembre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune continue de recevoir les messages de félicitations de nombre de ses homologues. « 342e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'alourdit à 41 118 martyrs et 95 125 blessés. Au Liban, l'entité sioniste poursuit son escalade en menant de nouvelles frappes sur un village dans le sud sans faire de victimes. Et puis le soutien apporté par le président français Emmanuel Macron au pseudo-plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental fait l'objet de nombreuses critiques, notamment de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique. Bonsoir à tous. 5 jours après sa réélection pour un deuxième mandat, le président algérien Abdelmadjid Tebboune continue d'être félicité par ses homologues du monde entier. Ce jeudi, le président chinois Xi Jinping lui a adressé un message de félicitations mettant en avant les relations amicales historiques sous la conduite conjointe des deux dirigeants des deux pays. Xi Jinping a exprimé sa disponibilité et son vif intérêt à travailler avec Abdelmadjid Tebboune et à profiter du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays pour élargir et approfondir la coopération et ouvrir de larges perspectives. À son tour, le président irakien Abdellatif Jamal Rachid a félicité le président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, se félicitant des relations fraternelles entre les deux pays tout en souhaitant au président plein succès et réussite dans la conduite du pays au cours des 5 prochaines années. Et le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de l'État du Niger, Abderrahmane Tiani, a aussi adressé un message au président algérien réélu, le félicitant pour la confiance qui lui a été renouvelée par le peuple algérien à la présidence de la République, qualifiant cette réélection de reconnaissance populaire aux grandes réalisations qu'il a accomplies durant son premier mandat. Abderrahmane Tiani a en outre salué les relations bilatérales fortes entre l'Algérie et le Niger qui permettent d'œuvrer à la réalisation de méga-projets auxquels les deux pays attachent une grande importance. Et à l'occasion de la réélection du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, lui a adressé également un message de félicitations dans lequel il a exprimé son plein engagement et la volonté de développer les relations bilatérales, souhaitant au président algérien que la confiance renouvelée en sa personne soit une source de leadership pour l'Algérie vers une plus grande prospérité. Le président angolais, à présent João Lourenço, a également félicité le président algérien Abdelmadjid Tebboune suite à sa réélection pour un deuxième mandat, soulignant que cette victoire reflétait la confiance du peuple algérien en son leadership afin de surmonter les défis et de consolider les acquis économiques réalisés par le président dans le cadre du développement. Le président angolais a également exprimé l'intérêt urgent de continuer à travailler au renforcement des excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et à son tour, le président serbe Aleksandar Vučić a également félicité le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection, lui adressant donc un message en son nom et au nom du peuple serbe.
Le président azerbaïdjanais, à présent Ilham Aliyev, a adressé un message de félicitations au président algérien Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection pour un nouveau mandat dans lequel il a affirmé que cette victoire reflétait l'immense confiance que le peuple algérien avait placée en sa personne, se disant pleinement disposé à continuer à développer les relations bilatérales entre les deux pays dans plusieurs domaines. À son tour, le président biélorusse Alexander Loukachenko a adressé un message de félicitations au président algérien à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, lui faisant part de ses chaleureuses félicitations pour sa victoire à l'élection présidentielle qu'il a qualifiée de reconnaissance populaire à ses efforts remarquables pour le développement du pays. À cette occasion, le président biélorusse a exprimé sa disposition à étendre la coopération avec l'Algérie dans différents domaines. Le président iranien, cette fois Masoud Pezeshkian, a aussi félicité le président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa réélection à la présidence de l'Algérie en raison de la confiance du peuple dont il jouit ainsi que les programmes complets qu'il a lancés à des fins de développement et de promotion. Le président iranien a également exprimé son espoir d'établir une vision pour le développement global des relations bilatérales entre les deux pays, souhaitant au président algérien santé et prospérité dans l'accomplissement de l'énorme tâche que le peuple algérien lui a confiée. Le président de la République de Corée, à présent Yoon Suk-yeol, a également adressé un message de félicitations au président algérien Abdelmadjid Tebboune, soulignant sa volonté de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays et un partenariat stratégique. Et à son tour, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a félicité le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection pour un second mandat, souhaitant continuer d'œuvrer de concert au renforcement de la coopération dans tous les domaines. Le Premier ministre japonais a aussi salué les efforts du président algérien en faveur de l'instauration de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient, notamment à Gaza ainsi qu'en Afrique et au Sahel. Et enfin, le président algérien réélu, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, dans lequel il a félicité ainsi que le peuple algérien à l'occasion de sa réélection pour un second mandat. L'appel a également été l'occasion pour les deux dirigeants d'échanger leur vision sur les perspectives de la coopération bilatérale et son renforcement, puisqu'ils ont convenu de se rencontrer prochainement. Restez avec nous, ce 19h se poursuit à suivre notre dossier consacré à la situation en Palestine. Je vous le disais en titre, 342e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'est encore alourdi. 41 118 Palestiniens sont tombés en martyrs et 95 125 autres ont été blessés. Au cours des dernières 24 heures, les forces de l'occupation sioniste ont commis au moins 3 massacres, faisant 34 martyrs et 96 blessés.
Et la communauté internationale assiste impuissante à un nouveau massacre commis hier par les forces de l'occupation sioniste dans une école appartenant à l'UNRWA dans le camp de réfugiés de Nusayrat au sud de la ville de Gaza ayant fait près d'une vingtaine de martyrs dont des collaborateurs des Nations Unies. Iman Merad. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré que 6 de ses employés avaient été tués lors de 2 raids aériens sionistes sur l'école de Nusayrat et ses environs, ce qui a suscité des réactions indignées dans le monde, marquant ce qu'elle a déclaré être le bilan le plus sanglant parmi son personnel lors d'un seul incident. Indigné, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné cet acte meurtrier des forces sionistes, qualifiant cette attaque contre l'école d'inacceptable. Ce qui se passe là-bas est totalement inacceptable. Une école qui est devenue un abri pour environ 12 000 personnes a été à nouveau touchée aujourd'hui par des frappes aériennes israéliennes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est exprimé appelant à la protection des travailleurs humanitaires après le décès des employés de l'ONU à Gaza, déclarant qu'un cessez-le-feu soutenu par les États-Unis était le meilleur moyen d'assurer leur sécurité. Je pense que cela souligne une fois de plus l'urgence de parvenir à un cessez-le-feu. Le meilleur moyen de garantir un espace véritablement protégé dans tout Gaza, un espace dans lequel les humanitaires peuvent non seulement continuer à faire leur travail, mais l'intensifier massivement au profit des personnes qui en ont désespérément besoin. Dans un communiqué, l'Égypte a appelé les parties internationales à redoubler d'efforts pour assurer le respect par l'entité sioniste des lois internationales et humanitaires, qu'il était nécessaire que la communauté internationale accorde un plus grand intérêt à la sauvegarde de vies humaines et au rétablissement des droits fondamentaux du peuple palestinien. Les médias locaux ont déclaré que la frappe sioniste avait tué au moins 18 personnes, dont les membres du personnel de l'UNRWA. Et au moins un quart des blessés à Gaza, soit 22 500 personnes, souffriraient de blessures qui changeraient leur vie et nécessiteraient des services de réadaptation maintenant et pour les années à venir, selon une analyse de l'OMS sur les types de blessures résultant de l'agression sioniste en cours. Et du côté santé à Gaza, l'OMS a indiqué que le premier cycle de vaccination anti-polio pour empêcher une épidémie dans l'enclave palestinienne avait probablement atteint son objectif jusqu'à hier. Plus de 552 000 enfants ont reçu une première dose de vaccin. Nous sommes satisfaits de cette campagne contre la polio et je pense que nous sommes également assez confiants d'avoir atteint un nombre énorme d'enfants en si peu de temps. Nous sommes convaincus que nous avons probablement atteint l'objectif fixé. Ce que nous voulions atteindre, c'est plus de 90% de la cohorte d'enfants et répéter l'opération 4 semaines plus tard. Nous voulons protéger nos enfants des maladies et leur donner les vaccins nécessaires car mieux vaut prévenir que guérir. J'ai peur pour mon fils car il n'existe pas de traitement contre la polio. Cette dose qu'il a reçue le protégera et elle est sans danger. Aujourd'hui, je suis venue ici pour vacciner mes enfants contre la polio. Nous avons reçu des SMS du ministère de la Santé concernant les lieux de vaccination disponibles. Nous souhaitons immuniser nos enfants contre cette maladie, surtout compte tenu de la guerre en cours et de la propagation des épidémies. Et dans la bande de Gaza assiégée, les Palestiniens redoublent de créativité pour survivre à un embargo quasi total. Face au manque, voire à l'absence de carburant, certains déplacés, à l'instar de Mohamed Mouslah, brûlent du plastique pour produire du carburant alternatif. Amala Mazian Zitouni. Mahmoud Mouslah, un Palestinien déplacé.
transforme des déchets plastiques en essence afin d'aider ses compatriotes de Gaza à obtenir le carburant dont ils ont tant besoin en cette période de génocide qui dure depuis plus de 11 mois. J'ai eu cette idée et grâce à Dieu, nous avons réussi à transformer le plastique en essence et en carburant. Nous nous sommes lancés dans ce travail alors que nous traversions une période de pénurie majeure de produits pétroliers. Mahmoud, qui travaillait dans une cimenterie et dans l'industrie des matériaux de construction, a été déplacé de Beit Hanoun dans le nord de Gaza vers Beit Lahia. Il travaille actuellement près d'une zone frontalière proche des frontières sionistes où il dit braver les bombardements et les opérations militaires au quotidien pour subvenir aux besoins de sa famille et de celles des 10 travailleurs qui l'aident. Au milieu de la destruction dans laquelle nous vivons, nous travaillons dans une zone frontalière où nous sommes confrontés à différents dangers. Les bombardements, les incendies et les maladies, tous inévitables. Notre travail est difficile et mortel. Il est très dangereux sur de nombreux fronts. Nous avons recours à ce travail risqué en raison des mauvaises conditions, de la situation financière difficile et de l'inflation extrême dans le nord de Gaza, au milieu du siège en cours. L'équipe de Mahmoud récupère des objets en plastique dans les bâtiments effondrés et des déchets éparpillés dans la zone. Le processus prend ensuite de longues heures de travail chaque jour, pendant lesquelles son équipe produit près de 50 à 60 litres de carburant par jour, le litre étant vendu 9,3 $. Nous parcourons de longues distances à pied pour ramasser du plastique et le retirer des immeubles et des tours effondrées. Parfois, j'ai très peur de l'armée israélienne et j'ai peur que des pierres me tombent dessus pendant que je marche. Je travaille de 6 h du matin jusqu'à 19 h après le coucher du soleil pour récupérer du plastique sur les tours afin de fabriquer du carburant et de l'essence. Tout a été détruit, même les stations-service ont disparu, tout a disparu. Nous venons ici, au milieu du danger, et nous faisons un long trajet pour aller chercher un litre d'essence, qui est moins cher ici qu'ailleurs, au cas où il y en aurait d'autres. Alors nous travaillons et nous nourrissons les enfants et espérons que cette guerre prendra enfin fin. Le manque de carburant fait courir un risque catastrophique dans la bande de Gaza, affectant principalement les hôpitaux, les boulangeries et le transport. Les Palestiniens de Gaza sont totalement coupés du monde. Et la situation de certains Palestiniens à Gaza s'apparente à de la torture sexualisée. Les fouilles à nu des militantes, ou plutôt humiliantes, seraient répétées dans l'enclave palestinienne, selon plusieurs témoignages, à la suite desquels les Nations Unies ont exprimé de sérieuses inquiétudes. Maria Schouyer. 21 ans après, l'affaire scandaleuse de la prison d'Abu Ghraib ressurgit à Gaza. Des centaines de Palestiniens emprisonnés sans jugement croupissent depuis le 7 octobre dans les geôles sionistes. Ils sont soumis à de la torture et à toutes sortes d'horribles actes de violence sexuelle. Depuis le début de l'agression sur Gaza, ces images reviennent sans cesse. Des civils arrêtés par l'armée sioniste, dénudés, les yeux bandés, agenouillés et les mains ligotées. Les soldats sionistes se sont mis d'accord pour choisir comme nouvelle arme de torture psychologique l'humiliation. La libération des détenus palestiniens a sonné comme un premier témoignage des violences sexuelles que subissent les civils innocents, hommes, femmes et enfants derrière les barreaux. Lundi, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme en exprimant de sérieuses inquiétudes face aux cas de viol et de violences sexuelles commis contre les détenus palestiniens. Plusieurs prisonniers palestiniens arrêtés à Gaza depuis le 7 octobre ont succombé sous le poids de la torture physique, psychologique et sexuelle et en l'absence de soins. L'occupation sioniste avait indiqué en mai dernier ne pas être informée de tels faits. Mais plus maintenant. Face au silence international, les soldats sionistes ne se cachent désormais plus. Ils se montrent à visage découvert devant les caméras du monde entier pour revendiquer leurs actes de viol et de torture sexuelle. Il s'agit là d'une nouvelle preuve irréfutable que le silence de la communauté internationale pendant le génocide qui dure depuis près d'1 an encourage l'entité sioniste à commettre aisément ces crimes, vu que tous les paramètres disponibles consacrent la loi du silence et le sentiment d'impunité. Mais jusqu'à quand? Telle est la question.
Crimes, arrestations et destructions, c'est aussi le quotidien des Palestiniens en Cisjordanie occupée. À Jenin, Tulkarem ou encore Toubas, les forces de l'occupation sioniste continuent de mener des incursions particulièrement destructrices. Sohila Kilal. Les proches du martyr Sofiane El-Roul sont réunis à l'hôpital pour lui rendre un dernier hommage. Le jeune homme de 42 ans est tombé sous les balles sionistes lors d'un raid sur le camp de réfugiés d'Al-Fara, au sud de Toubas, dans le nord de la Cisjordanie. Les forces sionistes poursuivaient ce jeudi leur incursion militaire. Toubas et Tulkarem sont particulièrement dans le viseur sioniste. Les bulldozers et les blindés continuent de régner en maître dans les rues. Routes et maisons détruites, perquisitions, arrestations d'au moins 40 Palestiniens. Ces deux villes du nord de la Cisjordanie sont complètement assiégées. Je ne quitterai pas mon camp, je ne quitterai pas mon pays. Ce qui est arrivé à mes parents et à mes ancêtres, je ne l'accepterai pas. Ils ont été déplacés, je ne serai pas déplacée. Je dormirai dans la rue, mais je ne quitterai pas ma maison. J'aimerais pouvoir entrer dans le camp, voir ce qui s'est passé, voir comment vont mes proches et mes voisins. Je veux voir ce qui leur est arrivé. Je veux aussi rentrer chez moi. Je ne veux pas rester dans la rue. La veille déjà, 8 Palestiniens avaient été tués, dont 5 dans une frappe aérienne sur Toubas et 3 autres dans une attaque de missile contre une voiture à Tulkarem. Le véhicule a été touché et a brûlé. Les gens se sont rassemblés et nous avons appelé l'ambulance et la défense civile. Mais ils ont mis du temps à arriver car la route était fermée. Nous avons trouvé 3 corps calcinés dans le véhicule. L'un d'eux avait la tête coupée par l'explosion. Il y avait beaucoup de sang sur le sol. C'est une catastrophe. Les violences sionistes se sont intensifiées en Cisjordanie depuis le début du génocide à Gaza, avec des raids quasi quotidiens. Le 28 août dernier, l'entité sioniste a lancé sa plus grande incursion dans le nord de la Cisjordanie depuis 2 décennies, provoquant des destructions massives dans la région, faisant craindre l'extension du génocide en cours à Gaza, si ce n'est déjà fait. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 700 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée. Dans l'actualité également, l'entité sioniste poursuit son escalade régionale en Syrie. 2 civils sont tombés en martyrs ce jeudi dans une agression sioniste qui a visé une voiture dans la province méridionale de Koneitra au sud, près du Golan syrien occupé. Cette agression intervient après des frappes sionistes particulièrement violentes qui ont visé dans la nuit de dimanche à lundi le centre de la Syrie et fait 18 martyrs selon les autorités. Et au Liban, l'aviation sioniste a mené ce matin de nouvelles frappes sur un village dans le sud du pays sans faire de victimes, selon l'Agence nationale de l'information ANI. Selon le ministère libanais de la Santé, le nombre de victimes des agressions sionistes contre le Liban depuis octobre dernier s'est élevé à plus de 600 martyrs, tandis que plus de 11 000 personnes, selon les estimations de l'ONU, ont été déplacées. Et pendant ce temps, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, appelait depuis Beyrouth à une désescalade des tensions sur le front libanais de l'agression de l'entité sioniste qui menace de mener une opération d'ampleur. Borrell qui animait une conférence de presse aux côtés de son homologue libanais, Abdellah Bouhabib.
Monsieur le ministre, vous et moi sommes d'accord sur le fait que la guerre à Gaza est une horrible tragédie pour les civils palestiniens. Mais je pense que nous avons évité le pire. Nous devons donc continuer à œuvrer en faveur d'une paix globale dans la région. Une paix globale dans la région signifie que la sécurité d'Israël dépend de la capacité du peuple palestinien à avoir un avenir fondé sur son propre État et sa propre liberté. La mise en œuvre intégrale et symétrique de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies devrait ouvrir la voie à un règlement global comprenant la démarcation des frontières terrestres et permettant le retour des personnes et la construction dans les zones frontalières affectées. Je saisis cette occasion pour réitérer l'engagement du Liban en faveur d'une mise en œuvre globale et équilibrée de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et lors de son périple au Liban, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a visité le quartier général de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, à Nakoura, ville située à la frontière sud du Liban. Et cette visite de Josep Borrell au Liban dans un contexte particulier, on en parle justement avec notre invité du soir, en l'occurrence Omar Benbarti. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je rappelle, vous êtes expert en questions internationales tout d'abord, et vu le contexte dans lequel intervient la visite du chef de la diplomatie européenne au Liban, tout d'abord, en premier, que renvoie quel est le signal envoyé par Josep Borrell, aussi bien au Liban qu'aux autres pays de la région? Oui, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à d'énormes révélation de la part de la visite de ce que vous appelez le chef de la diplomatie européenne, parce que la diplomatie européenne, ça n'existe pas. C'est un saltimbanque qui vient tourner dans ces pays-là, mais rien ne changera pour la situation de nos amis libanais et encore moins pour ceux de la Palestine. Maintenant, ce que fait... En tout cas, c'est son titre. C'est le titre. Voilà. Oui, non, je suis d'accord avec vous. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, mais bon... il n'a pas une grande influence. Lui, il ne fait qu'exécuter ce que l'on lui demande de faire, et ce qui décide de faire ce qu'il y a lieu de faire dans cette région du monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas d'illusion à avoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que bien, ça peut être la manifestation, peut-être aussi d'un intérêt pour essayer de trouver une solution probable, mais je pense que la logique de l'entité sioniste est une logique guerrière. Ils ne sont pas du tout dans une logique de compromis, encore moins de compromission, et ils ne sont pas du tout dans une logique de dialogue, c'est-à-dire la reconnaissance de la résolution 1701. Cette reconnaissance, l'entité sioniste a toujours, depuis qu'elle existe, manifesté un dédain, un mépris, un refus, un rejet de tout ce qui pouvait émaner de l'Organisation des Nations Unies. D'ailleurs, Omar Benbarti, permettez-moi juste de souligner, et je propose de réagir à cela, juste avant d'atterrir au Liban, Josep Borrell s'est vu refuser d'être reçu par les responsables sionistes. Pourquoi? Voilà, tout à fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, eux, ils ont une attitude guerrière. Ils sont dans une logique de destruction. Et ils sont en train de préparer une agression importante. Ils ont attaqué la Syrie hier en plein cœur de ce pays. Ils sont en train de mettre en œuvre des préparatifs pour essayer justement de régler le problème de ce qu'ils appellent eux le problème de la Palestine du Nord, de sorte que leurs colons puissent revenir, puisque vous savez que la rentrée des classes n'a pas eu lieu, et les colons, les 150 à 200 000 colons qui sévissaient au niveau de la frontière nord, ne sont toujours pas revenus dans cette région. Et donc, cette attitude que développe M. Borrell, la manière dont il a été traité par l'entité sioniste ou l'administration sioniste, est la révélation qu'il ne pèse rien du tout. Ils l'ont envoyé balader et ils ne le reçoivent même pas. Ça veut dire qu'il ne pèse rien. À partir de ce moment-là, les pays arabes, le Liban,
et la Syrie ou bien les autres qui sont autour de cet antitissionniste ne font que sauver les meubles. Ils ne font rien d'autre parce que le seul langage que comprend l'antitissionniste depuis qu'elle existe, depuis sa création, c'est le langage de la force. Elle n'a fait que de la guerre et ce n'est que les États-Unis d'Amérique qui peuvent influencer puisque Israël n'est rien d'autre qu'une base avancée militaire des États-Unis d'Amérique. Ça n'est rien d'autre que cela. Ce n'est pas un pays avec une économie. Tout ça, c'est du vent qu'on nous vend depuis 70 ans et sur lequel les Européens essayent de se replacer. Mais les Européens, vous savez pertinemment, aussi bien que moi, sinon mieux que moi, qu'ils ne pèsent plus rien dans le Moyen-Orient. Ouais, Omar Belbouberti, le Liban vit aussi une crise économique profonde. Quelles mesures prendre dans l'immédiat pour atténuer les conséquences de cette crise, selon vous? On peut souligner que l'Algérie a envoyé un tanker de fuel, chargé de fuel pour essayer d'endiguer un petit peu la crise d'électricité que vit ce pays, mais le Liban ne pourra pas survivre éternellement d'aide. Tout à fait, tout à fait. Ce que vous dites est très important. Ce pays vit une crise dans laquelle on a vu les désertions de tous les responsables financiers, le patron de la banque, etc., se sont enfuis, qui avec de l'argent, qui sans argent. Mais toujours est-il que ce pays est laissé pour compte. Il est laissé pour compte par ses voisins autour de lui. L'attitude qu'a eue l'Algérie en envoyant un tanker de fuel, les 30 000 tonnes de fuel que nous avons envoyées pour éviter que la crise d'électricité soit permanente, démontre l'inanité. Vous avez l'Arabie Saoudite à côté, vous avez l'Irak, vous avez le Qatar. Tous ces pays-là sont des pays pleins d'hydrocarbures, l'Égypte, bien entendu, et ils l'ont abandonné à son sort. Donc ça veut dire que l'honneur minimal qui est exigé des gouvernants, je dis bien des gouvernants, pas les peuples ils doivent souffrir autant que vous souffrez, que je souffre de ce qu'ils observent, mais les gouvernants qui sont dans ces pays-là ils se taisent parce qu'on leur a dit de se taire. Oui. Ils ont un Superman qui leur dit vous vous taisez, ils se taisent. Et donc ils n'ont pas réagi. Et le Liban risque l'éclatement, sauf qu'il y a le Hezbollah. Mais le Hezbollah, il a bien déclaré, Hassan Nasrallah a bien déclaré, il a démontré que si demain les Israéliens font la grave erreur d'attaquer le Liban, ils vont en payer le prix très très cher. Très bien. Monsieur Benbarti, vous avez évoqué au début de ce débat que la résolution 1701, pensez-vous qu'elle constitue encore un cadre adéquat, et que fait la communauté internationale pour faire respecter cette résolution? La communauté internationale, pour faire respecter les résolutions, vous le savez très bien, elle n'a strictement rien fait. La preuve, cela fait presque une année maintenant qu'un peuple est massacré au quotidien, je dis bien massacré au quotidien, et ce que vous appelez la communauté internationale n'a pas levé le petit doigt. Et donc les résolutions, c'est la seule chose qui reste. Que voulez-vous que dise le ministre des Affaires étrangères libanais ou le Premier ministre du Liban à M. Borrell pour le ramener à la raison, sinon évoquer la résolution 1701. Mais sachant que actuellement, les instructions qui ont été données par le ministère des Affaires étrangères de l'antitissionniste à l'ensemble de ses diplomates à travers le monde pour faire pression auprès de toutes les capitales afin que l'Afrique du Sud retire sa plainte de la Cour pénale internationale. Là, vous comprenez que ces organismes internationaux, que ce soit les Nations Unies ou la CPI, la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale, n'ont plus aucune valeur aux yeux de ce monstre, parce que c'est un monstre fasciste, sanguinaire, et qui est en train de faire ce que bon lui semble. Il a attaqué la Syrie et il veut attaquer le Liban, et le Liban n'a pas d'armes pour se protéger. Il n'a aucune arme. Oui. Maintenant, les pays qui l'entourent ne font pas grand-chose, sauf que nous avons appris aujourd'hui qu'il y a des Houthis et des Yéménites qui sont venus prêter main forte et qui ont dit qu'ils allaient intervenir si l'antitissionniste allait attaquer le Liban. Oui, Omar Benbarti est dans ce sillage, selon vous. Où en est la mission de l'envoyé américain, l'envoyé spécial américain pour le Liban, Amos Hochstein? Gagner du temps, sans plus. Gagner du temps. Eux, les Américains, ce qui les intéresse, c'est uniquement d'aller jusqu'au 5 novembre.
il leur reste le mois d'octobre à terminer, afin que les élections puissent se dérouler dans un climat relativement serein pour eux, dans la mesure où ils ont des velléités, bien sûr le Parti démocrate ou le Parti républicain, mais du point de vue qui est celui des Palestiniens ou du point de vue de ceux qui sont ce qu'on appelle le Sud global, que ce soit les démocrates ou les républicains, ça ne changera strictement rien, rien à rien. Que les uns et les autres sont alignés sur l'AIPAC, sur le lobby sioniste qui, lui, c'est lui qui décide de ce que doit faire le Congrès américain et des aides qu'ils doivent apporter à l'État, à l'entité sioniste. Nous avons vu aujourd'hui que les États-Unis ont soi-disant débloqué 1,2 milliard ou 1,3 milliard de dollars pour l'Égypte, mais l'Égypte, elle est dans une situation économique telle que le moindre sou qui lui tombe dessus, elle accepte, et elle a accepté que Philadelphia, enfin le passage de Philadelphie, comme ils disent, soit occupé par les Israéliens, alors que c'est interdit par les accords. Justement, puisque vous en parlez, Ammar Benbarti, brièvement, avant de nous quitter, on sait que la résistance libanaise, tout comme les autres mouvements de résistance, soutiennent activement le peuple palestinien face au génocide à Gaza et en Cisjordanie, et elle revendique ces résistances un cessez-le-feu. À quand un cessez-le-feu selon vous ? Ah, moi, je ne le vois pas, hein. Sincèrement, il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que le gouvernement actuel de l'entité sioniste, qui est un gouvernement d'extrême droite, faut-il le rappeler, c'est le Likoud qui est au pouvoir, le Likoud dans sa version extrême droite, Ben Gvir, Smotrich, Netanyahou et compagnie. Donc, tant que ce gouvernement est en place et tant qu'il a l'aval et le blanc-seing des États-Unis, il n'y aura aucun cessez-le-feu. Et tant que les pays arabes restent des pays accroupis qui ne réagissent pas. Il n'y en a qu'un seul qui réagit, c'est l'Algérie, bien entendu. Mais vous avez vu, la seule victoire que nous avons obtenue, c'est de faire en sorte que la résolution d'Oslo puisse être acceptée enfin et que la Palestine puisse être un membre à part entière de l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est sur cela qu'on va se quitter, Ammar Benbarti. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. C'est nous qui vous remercions. Dans l'actualité également, le président iranien Massoud Pezeshkian est arrivé ce jeudi à Erbil, la capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, au deuxième jour d'une visite chez le voisin irakien visant à consolider un partenariat stratégique. Et je vous le disais en titre, le soutien apporté par le président français Emmanuel Macron au pseudo-plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental fait l'objet de nombreuses critiques, et notamment celle de la secrétaire générale de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique, Michel Decaster. On en parle avec Nalima Zekar. La France et le Merzen montrent des signes de rapprochement dangereux. Depuis juillet dernier, de plus en plus d'associations dénoncent et trouvent la décision de Paris de soutenir le soi-disant plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental absurde. Cette fois-ci, c'est au tour de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique de critiquer cette dernière, accusant Emmanuel Macron de vouloir contrecarrer la perte d'influence de la France en Afrique en servant les intérêts rapaces des milieux d'affaires et de l'expansionnisme colonial marocain. La politique française est fortement marquée par un passé colonial de près de 200 ans. Le président français, qui semble gouverner comme on navigue à vue, tente de contrecarrer la perte d'influence de la France en Afrique. Il est temps qu'au XXIe siècle, le colonialisme soit aboli de même que sa variante néocoloniale. Dans une contribution publiée par le journal L'Humanité, la secrétaire générale de la FASPA, Michel Decaster, n'a pas manqué de mettre sur la table la fameuse excuse des valeurs universelles qui ne semble décidément pas être applicable à tous les peuples. Deux poids, deux mesures. Selon la militante, le choix du président français ne fait que conforter Mohamed VI dans sa quête de soutien à l'occupation illégale du pays voisin, dernière colonie du continent africain, dont le royaume tire profit des richesses du sol, du sous-sol et de l'océan depuis le cessez-le-feu de 1991. Les milieux d'affaires sont à la fête avec les contreparties attendues sur le marché marocain et les perspectives du sous-sol sahraoui aux richesses minières, en grande partie inexploitées. Le roi n'a jamais douté de la France. Résultat, Paris, indissociable complice de Rabat,
continue d'apporter son appui au Conseil de sécurité de l'ONU à chaque renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, en veillant scrupuleusement depuis 33 ans à ce que le contrôle des droits humains ne soit pas inclus dans ces missions. Des conseillers militaires français ont contribué en 1986 à la construction du mur de défense marocain de 2700 km truffé de mines qui balafre le Sahara occidental du nord au sud. Depuis janvier 2014, nous sommes 296 venus de 21 pays et de 4 continents à avoir été expulsés par les autorités marocaines. Des droits humains piétinés et un droit d'informer et d'être informé non existant à l'ombre de la chape de plomb imposée à la lutte du peuple sahraoui pour ses droits légitimes. Michel de Caster finira par évoquer un autre sujet sensible, les journalistes. Ces derniers interdits d'accès, voire expulsés par les autorités marocaines. Certains ont même déposé plainte contre le royaume pour dénoncer des pratiques de cyber-répression et d'espionnage via l'utilisation du logiciel sioniste Pegasus. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a promis une traque sans répit des passeurs qui acheminent les migrants vers l'Europe sur les lieux d'un nouveau drame de la migration clandestine qu'il a qualifié de situation insoutenable. Au moins 35 personnes, selon la presse sénégalaise, ont péri dans le naufrage d'une pirogue surchargée dimanche. Ce qui est arrivé ici à Mbour, qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de cette jeunesse et qui leur vendent le rêve d'un avenir meilleur. Mais je voudrais dire que la traque sans répit contre ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs de la mort, va s'intensifier dès à présent. C'est pour dire que le gouvernement est en train de combattre le phénomène et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d'illusions, ces marchands de la mort, jusqu'à leur dernier retranchement. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF au Soudan, Sheldon Yett, a déclaré que les atrocités commises contre les enfants soudanais devraient cesser, ainsi que les attaques ciblant les infrastructures. Le responsable onusien a indiqué qu'au début de la semaine, au moins 30 enfants avaient été tués ou blessés lorsque plusieurs obus sont tombés sur la ville de Sennar. En Afrique du Sud, 7 membres d'une même famille, dont 3 enfants, ont été tués par balle par des inconnus à leur domicile dans la province du KwaZulu-Natal, dans l'est du pays, selon la police, dont le chef a affirmé qu'il s'agissait d'un meurtre planifié. On reste en Afrique. Le gouvernement nigérian a estimé qu'1 million de personnes avaient été affectées par les fortes inondations dans la ville de Maiduguri, au nord-est du Nigeria. Une estimation basée sur une évaluation préliminaire menée par le gouvernement suite aux crues qui ont inondé la ville dans la journée de mardi, causant les pires dégâts depuis 3 décennies. Dans l'actualité également, le président russe Vladimir Poutine a rencontré ce jeudi à Saint-Pétersbourg des représentants de la sécurité de divers pays des BRICS, dont celui de la Chine. D'ailleurs, et en recevant le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, le président russe a dénoncé l'hégémonie américaine sur les affaires internationales. La Russie et la Chine défendent conjointement les principes d'un ordre mondial juste et démocratique fondé sur le droit international, la souveraineté, l'égalité et la même approche est soutenue par les pays du Sud global, la majorité mondiale.
Et dans ce même sillage, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a affirmé que le président chinois Xi Jinping participerait au sommet des BRICS prévu en Russie le mois prochain. Le président Xi a accepté votre invitation avec grand plaisir et viendra à Kazan comme prévu. Les deux chefs d'État poursuivront leur communication stratégique. Aujourd'hui, c'est une bonne occasion pour moi d'entendre vos points de vue importants en personne afin que je puisse rendre compte directement au président Xi Jinping lorsque je rentrerai chez moi. Je vous remercie et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis de réformer complètement le système public de santé dans les 10 ans après la publication d'un rapport accablant qui a souligné l'état critique dans lequel se trouve cette institution vénérée par les Britanniques. Le système national de santé est peut-être brisé, mais il n'est pas vaincu, comme le dit le rapport. Le système national de santé est peut-être dans un état critique, mais ses signes vitaux sont forts et nous devons avoir le courage de mettre en œuvre une réforme à long terme. Une opération chirurgicale majeure et non des pansements. Le système national de santé a un tournant de son existence et nous avons le choix de la manière dont nous devons répondre à ces demandes. Ne pas agir et le laisser mourir, augmenter les impôts des citoyens ou réformer pour assurer son avenir. Nos concitoyens ne peuvent pas permettre de payer plus. C'est donc la réforme ou la mort. Pointé du doigt par des médias australiens après un piratage malveillant du Forum des îles du Pacifique dénoncé par le gouvernement néo-zélandais, la Chine a qualifié ce jeudi ces accusations de fausses informations fabriquées à des fins politiques. Nous avons pris note du rapport correspondant. Nous avons également noté que le secrétariat du Forum des îles du Pacifique n'a pas établi de lien entre l'attaque des pirates informatiques et la Chine. Ce type de fausses informations fabriquées à des fins politiques est apparu à maintes reprises. Son but est de s'aimer la discorde entre les pays de la région et la Chine. Je tiens à souligner que le Pacifique Sud n'est pas le précaré d'un pays quel qu'il soit. Nous espérons que les parties concernées respecteront pleinement les droits des pays du Pacifique Sud à développer des relations équilibrées avec toutes les parties. Allez, on reste en Asie. Plus de 100 policiers pakistanais chargés d'assurer la sécurité d'équipes de vaccination contre la poliomyélite dans les zones frontalières avec l'Afghanistan étaient en grève ce jeudi après avoir été visés par une série d'attaques meurtrières. Notre action se poursuivra jusqu'à ce que nous obtenions justice. Nous sommes prêts à nous battre et à faire face à tout ce qui pourrait arriver. La situation est très mauvaise ici et nous demandons justice pour nos policiers martyrs. En Inde, à présent, au moins 33 personnes ont été arrêtées dans l'état du Manipur, au nord-est, après plusieurs jours de violences interethniques meurtrières qui ont conduit les autorités à imposer un couvre-feu et à couper Internet. Et on termine avec le secteur de l'immobilier en France, pour lequel on prédit de sombres perspectives. Les ventes de l'immobilier neuf se font de plus en plus rares. Les chantiers stagnent et la confiance des acheteurs et des investisseurs est sérieusement entamée par des mois de recul. Kherdin Battash. Sombre perspective pour le secteur de l'habitat en France. Un deuxième trimestre sous le signe de la crise. Pour l'immobilier neuf, les ventes se font rares, les chantiers stagnent et la confiance des acheteurs et des investisseurs est sérieusement entamée par des mois de recul. En langage de chiffres, cela équivaut à 8,3% de baisse pour ce marché pivot, qui planche pour ne pouvoir réaliser que 23 150 unités de logements vendus.
Les raisons sont multiples, politique européenne de lutte contre l'inflation, hausse des prix des matériaux de construction ou encore la fin de vie pour certaines niches fiscales censées soutenir le pouvoir d'achat des acquéreurs du neuf. Aujourd'hui, alors qu'on a encore le dispositif, vu la conjoncture, vu les taux d'intérêt, la montée des prix dus aux matières premières, etc., ne revenons pas sur le sujet, les investisseurs se sont divisés par 4. On fait habituellement par trimestre environ 16 000 réservations aux investisseurs. Là, on est à un peu plus de 4 000. Mais on a encore le dispositif. Je n'ose pas imaginer le chiffre dans 4 mois quand on n'aura plus le dispositif. Donc, ce n'est pas le moment de l'arrêter. C'est devenu très difficile d'avoir un crédit immobilier. Alors, les raisons, quand on regarde comme ça, c'est qu'il y a eu en effet un recadrage du taux directeur par la BCE pour un petit peu absorber l'inflation post-Covid et puis l'inflation aussi liée à la crise ukrainienne. Donc, cet effort a fait qu'il y a une augmentation du taux d'intérêt. Donc là, quand les gens, pour avoir un ordre de grandeur, les taux d'intérêt qu'on cite, c'est entre 4 et 6%. C'est un logement qui va coûter 3 fois plus cher à la fin. Des risques systémiques pèsent désormais sur l'ensemble de la filière BTP en France. Plusieurs experts redoutent l'effet domino si jamais les milliers de PME vivant sous perfusion de la sous-traitance venaient à déposer le bilan pour cause d'absence de plan de charge. Autre secteur et autres risques, l'emploi et le marché de l'intérim qui risque gros également. Plus de 25 000 emplois ont été détruits durant les 3 premiers mois de l'année, d'après la Fédération française du bâtiment. Les promoteurs immobiliers craignent de perdre jusqu'à 300 000 emplois d'ici 2025. Face aux multiples dysfonctionnements qui touchent cette filière, la hausse des prix des matériaux de construction complique la donne pour les promoteurs, plus 70% pour le bois en 2024, plus 25% pour le ciment, selon la plateforme Civalgo. Grâce à ces nombreux avantages comparatifs, le secteur des matériaux de construction en Algérie se positionne désormais comme une sérieuse alternative en proposant au marché français ses nombreux produits tels que le ciment, l'acier ou la céramique. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.